Maintenant, pour le débat d'aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous ces trois personnes qui sont autour de moi. Je commence de gauche à droite. Donc, Cécile Vessier, qui est professeure des universités à Rennes, qui est une grande spécialiste de l'Union soviétique et de la Russie. À ma droite, Irina Dmitrichine, que vous connaissez bien sûr aussi, qui est maître de conférence à l'INALCO. Elle est ukrainienne d'origine et elle est spécialiste de l'Ukraine. Et enfin, le seul homme parmi nous, c'est Stéphane Courtois. Là aussi, la plupart de vous connaissent ce nom. Stéphane Courtois est historien du communisme. On lui doit beaucoup de livres, dont la biographie de Lénine, mais aussi et surtout le livre qui a fait énormément de polémiques, mais aussi qui a eu un énorme succès commercial dans le monde entier, c'est le livre noir du communisme. On va d'abord laisser nos trois personnes parler. Stéphane va commencer pour mettre la famine ukrainienne, qui est donc le sujet de notre débat d'aujourd'hui, dans le contexte d'autres famines communistes. Ensuite, Irina Dmitrichine va nous parler de la famine ukrainienne proprement dite et peut-être va nous raconter le progrès de la recherche et de la reconnaissance aussi de ce génocide. Et enfin, Cécile Vessier va parler de la perception de la famine ukrainienne et peut-être éventuellement d'autres famines dans la Russie d'aujourd'hui, la Russie qui très allègrement révise l'histoire et qui s'apprête à fermer Mémorial, qui est la mémoire concentrée de toutes ces années de la répression communiste, mais aussi post-communiste en Russie. On va passer la parole maintenant à Irina, qui va nous parler du Holodomor proprement. Voilà. Merci. Parlez fort. D'accord. Merci beaucoup. Donc, effectivement, Holodomor, qui est un mot ukrainien composé de deux racines, de deux mots, Holod, la faim, et Moret, tuer, faire mourir par la faim. En Ukraine, ce terme s'applique à la famine de 32-33, sachant que l'Ukraine a connu trois famines, celle des années 20, 32-33, et puis après la Deuxième Guerre mondiale en 47. Mais c'est la famine de 32-33 qui est donc considérée comme la période la plus dure et la plus meurtrière. Le Holodomor est la conséquence de la politique délibérée menée par le pouvoir soviétique visant à détruire la campagne et détruire l'organisation traditionnelle de la campagne qui a été jugée arriérée et hostile au pouvoir soviétique et de capter la production agricole au profit exclusif de l'État qui pourrait en disposer à sa guise, à nourrir les villes, à nourrir l'armée, mais surtout de pouvoir exporter cette production agricole, essentiellement le blé, qui était la principale source de devises dont avait besoin le pouvoir soviétique pour mener à bien les plans quinquennaux qui ont été déjà évoqués. Ces plans quinquennaux, ces grands plans d'industrialisation, de construction, et pour cela, il fallait acheter les machines, payer les ingénieurs, donc tout cet argent devait être trouvé quelque part, et donc on a décidé de le trouver sur le dos des paysans. Après, donc le premier plan quinquennal qui visait plutôt l'industrialisation, on s'est attaqué à la collectivisation. Les premières tentatives n'ont pas été très fructueuses. Staline donc décide de changer un petit peu de tactique, et la deuxième attaque arrive
en 1932 et dès l'été 1932, conscient que la collecte n'allait pas être aussi importante que le plan qui avait été établi. Donc, au lieu de revoir les chiffres à la baisse, on décide d'obtenir coûte que coûte auprès de ces paysans donc les chiffres fantaisistes qui avaient été décidés. Et donc, dès été 1932, on commence à monter les mesures répressives, notamment en août 1932 est publiée la loi appelée de 5 ou de 10 épis ou de 3 épis, qui punissait de plusieurs années d'emprisonnement toute atteinte aux biens publics qui pouvait se résumer tout simplement au fait de ramasser quelques épis de blé sur un champ moissonné. Ensuite, on est persuadé que les paysans font du sabotage, qu'il y a quelque part dans les souterrains la mer de blé, etc. On envoie dans les campagnes des milliers d'ouvriers de choc chauffés à blanc par la propagande qui fait des paysans des ennemis de la révolution, des êtres abjects et vils et donc qu'il faut traiter sans pitié. Ces ouvriers, aidés par les activistes locaux, passent de maison en maison et donc détruisent l'habitat, enlèvent donc d'abord on a enlevé le blé qui avait été donné aux paysans en termes de salaire en fait pour leur année de travail. Donc on demande la restitution de ce blé, mais comme ça ne suffit pas, on procède à la réquisition de toute nourriture, c'est-à-dire qu'on amenait non seulement le blé, mais aussi les poignées d'haricots, le gruau qui était en train de bouillir sur la cuisine familiale. Et les témoignages de ces attaques, de ces descentes qui pouvaient détruire les poêles, qui pouvaient jeter par terre les cuelles de l'enfant, qui emportait vraiment la dernière nourriture qui se trouvait dans la maison paysanne. Les témoignages sont légion, les témoignages à la fois de ces paysans, souvent des enfants qui ont survécu et ont été témoins du désespoir de leurs parents et de la manière dont la famille a été dépouillée, jetée dans la neige, etc. Mais aussi, par la suite, on a eu plusieurs témoignages saisissants de ces ouvriers même qui ont été auteurs de ces faits et qui témoignaient de la manière dont ils ont été embrigadés, de la manière où ils pensaient bien faire, où ils pensaient combattre les ennemis de la Révolution et dont ils ont progressivement pris conscience que ces paysans, malheureusement, effectivement n'avaient rien et qu'ils étaient condamnés à une mort certaine à la suite de ces réquisitions. Fin de l'année 1932, on a déjà nettoyé la campagne ukrainienne et les villages entiers de toute nourriture, constatant que l'augmentation en fait d'achat de billets de train, on comprend que les paysans cherchent à fuir. On instaure les passeports intérieurs, donc on rattache les paysans à la campagne. Et je précise que les passeports en Union soviétique, les paysans n'avaient pas de passeport jusqu'en 1974. Donc vraiment, jusqu'en 1974, le paysan était propriétaire en quelque sorte de son kolkhoz. Il ne pouvait pas bouger, sauf si son enfant s'engageait dans l'armée ou s'il s'engageait pour un chantier quelconque. Il pouvait partir, il pouvait avoir l'autorisation de son kolkhoz de partir. Sinon, ils étaient enfermés dans les limites de leur village, avec l'existence de ces autorisations de résidence, les fameuses propiska. Donc, on introduit les passeports internes qu'on ne donne pas aux paysans. On interdit donc la vente des billets et on encercle, donc on installe un véritable cordon sanitaire autour de certains villages et de l'Ukraine, empêchant toute entrée de nourriture, mais aussi de tout produit manufacturé. Les magasins n'existaient pas vraiment, donc ce qui veut dire que les paysans non seulement n'avaient plus leur propre nourriture, mais ne pouvaient pas
la voir venir, mais aussi ne pouvaient plus acheter du pétrole, ne pouvaient plus acheter des allumettes, enfin tout ce qui permettait quand même une vie cohérente et normale. Donc on empêche les gens de sortir, on empêche les gens et les produits de rentrer. Le village, donc à partir de fin automne, début hiver, hiver 32-33, est voué à la mort certaine, et c'est ce qui se produit à cette époque-là. Selon les chiffres de Nicolas Werth, il mourait en Ukraine 15 000 personnes par jour. Donc, c'est cet hiver 32-33 qui était la période la plus meurtrière. L'arrivée du printemps, donc l'arrivée de la nouvelle récolte, l'arrivée des premières feuilles, etc., permet aux survivants de recommencer à se nourrir. Au printemps, le pouvoir prend conscience aussi du fait qu'il n'y a plus personne dans les campagnes pour semer, pour mener le travail agricole. Donc on accorde des faibles rations aux paysans en échange du travail dans les champs. L'été arrivant, donc les survivants ont pu survivre grâce à la nouvelle récolte, et donc c'est cette période-là qui, bien sûr, les difficultés et la nourriture n'est pas devenue abondante, mais au moins la période suivante n'était plus, la résistance des paysans était brisée, et les millions de morts ont déjà été enregistrés. Ensuite, cette période, en quelque sorte, est effacée. D'une part parce qu'arrive la Deuxième Guerre mondiale avec son lot de malheurs et de souffrances. L'Union soviétique sort victorieuse de la guerre. Tout ce qui touche à la famine est sous le sceau de secret, couvert de silence. Les familles n'en parlent pas, à tel point que même ceux qui interrogeaient les gens dans les années 80-90 se rendaient compte de la peur qui était toujours présente pour parler de ces événements, et ainsi donc un voile de silence se recouvre cette période, et donc pratiquement durant toute l'époque soviétique, toute la durée de l'existence de l'Union soviétique, on n'en parle pas. On commence à en parler en diaspora, donc les émigrés ukrainiens, notamment en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, collectent quelques témoignages, publient des textes sur le sujet, et il faut attendre la fin de l'Union soviétique pour que la commission américaine donc soit créée, constituée d'historiens et donc qui est chargée d'établir la vérité, et donc de verser la lumière sur ce qui s'est passé. Cela a incité l'Union soviétique à d'abord créer une commission identique dont le but était de contredire les voix ennemies qui vont répandre les mensonges. Donc les premiers historiens qui ont eu accès aux archives soviétiques, c'était ceux qui étaient censés produire une contre-réponse aux rapports et aux études américaines. L'Union soviétique va vers sa fin, et dans les fin des années 80, début des années 90, ça commence avec la perestroïka. Ensuite, bien sûr, ça prend de l'ampleur avec donc l'Ukraine indépendante. Les premières études historiques commencent à apparaître. Les premières collectes de témoignages, notamment un couple de journalistes, Maniak et Kovalenko, qui ont collecté des centaines, voire des milliers de témoignages dans les villages ukrainiens, et le travail sur la famine, donc d'abord comprendre ce qui s'est passé, et ensuite donc établir la vérité sur les artisans de la famine, sur toute la chaîne de décision, sur donc les stratégies de survie, donc comment les campagnes ont survécu. Ce travail commence véritablement seulement dans les années 90. Donc c'est sous le président Kuchma en 98 qu'on
commence à célébrer, donc à commémorer plutôt la famine, et c'est avec le président Yushchenko qui fait de la politique mémorielle un des thèmes phares de son mandat. Et dans la politique mémorielle, la principale page, c'est la famine. Donc, il lance les travaux d'abord, grâce à lui, il y a eu donc une commission d'historiens qui a travaillé sur pour établir les responsabilités donc dans ce qui s'est passé. Donc, cette commission a collecté des milliers de témoignages. Donc, il y a eu 330 tomes d'études qui avaient été établies, qui ont été présentées au tribunal. 7 personnes, donc les hauts dirigeants de l'Union soviétique, dont Staline, Molotov, Tchoubar, Kaganovich, Khatayevich, et j'en oublie un, qui sont donc reconnus coupables de ce qui s'est passé en 2010. Précédemment, en 2006, l'Ukraine, au niveau institutionnel, au niveau du Parlement, reconnaît donc la famine, le Holodomor, en tant que génocide. Donc, en 2010, les principaux coupables sont condamnés, donc en leur absence et à titre posthume. Beaucoup de travail est mené au niveau des écoles, des universités. Donc, on ritualise la commémoration de la famine, donc, que vous connaissez. Donc, le 3e week-end de novembre est considéré comme le jour officiel de commémoration de la famine. Et il y a cette tradition de bougies qu'on allume à la fenêtre en mémoire de ces millions de morts. C'est à cette époque-là que le tribunal, donc se basant sur le travail des historiens, a établi le nombre de morts à 3 900 000 personnes. L'Ukraine a entrepris aussi un grand travail de reconnaissance de la famine, et à ce jour, il y a une quinzaine de pays qui ont reconnu donc Holodomor comme génocide. Le Parlement européen considère le Holodomor comme un crime contre l'humanité. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a également qualifié donc la famine soviétique donc comme un crime contre le propre peuple, tout en faisant une mention particulière du Holodomor. Ce travail se poursuit aujourd'hui. Les historiens aujourd'hui travaillent sur toute une chaîne de responsabilités, à savoir si on a établi les principaux responsables, comment ça se passait au niveau de chaque village, qui étaient donc ces petites mains qui faisaient, qui travaillaient dans les campagnes, qui œuvraient pour prélever toute nourriture et condamner ces millions de paysans à la mort. Parallèlement, il y a les commissions de statisticiens qui travaillent. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, on essaie d'affiner et peut-être de préciser donc les statistiques. Bon, le travail se poursuit. Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Et donc, le chiffre d'à peu près 4 millions, c'est un chiffre qui fait consensus, mais il y a des études qui vont beaucoup plus loin. Dans la reconnaissance de la famine comme génocide, il y a plusieurs... si vous voulez, il n'y a pas de consensus des historiens. Il y a ceux qui considèrent que c'est pas de génocide et qu'il s'agissait tout simplement d'une erreur de calcul de politique soviétique, que c'était juste une conséquence involontaire, et en tout cas qu'il n'y avait aucune volonté de nuire ou de tuer, donc une erreur. D'autres, plus nombreux, qui considèrent que c'était un génocide, mais ne sont pas tout à fait d'accord sur la qualification, c'est-à-dire s'agit-il d'un génocide de classe ou plutôt d'un génocide national. Pour d'autres, se pose la question d'intentionnalité, car comme vous savez, la Convention sur la prévention du crime de génocide et la reconnaissance de génocide qui avait été donc votée par l'ONU en 1948, cette convention, à l'époque,
avait établi comme génocide seulement les crimes commis pour des raisons ethniques, nationales, religieuses, mais les groupes politiques en sont exclus. Donc, ce qui veut dire que la famine ukrainienne n'entre pas vraiment dans ce qui a été un produit de consensus de tous les membres de l'ONU. Donc, se pose la question comment faire entrer le cas ukrainien dans la formulation actuelle du génocide. En Ukraine, on estime qu'il s'agissait d'un génocide national parce que les paysans constituaient la majeure partie du peuple ukrainien. Donc, la question ukrainienne était essentiellement une question paysanne. S'agissant de l'intentionnalité, aussi bien pour Nicolas Werth que pour Norman Neimark, même si on n'a pas de preuves écrites de Staline disant on va tuer ces millions de personnes, les deux historiens sont d'accord sur le fait que la politique qui avait été menée, l'enfermement des paysans dans un territoire, les dirigeants soviétiques ne pouvaient pas ne pas savoir que cela allait aboutir à la mort de ces millions de paysans. L'historien canadien Roman Serbin propose d'élargir donc la compréhension, l'appréciation de ce qui s'est passé en Ukraine en dehors des campagnes. Donc, à savoir, il y a eu donc l'attaque contre la campagne et la mort de ces millions de paysans, mais ça a été précédé par l'attaque contre l'intelligentsia ukrainienne. Donc, on a décapité les écrivains, on a fait tuer toute l'intelligentsia, la fine fleur ukrainienne, et on a aussi détruit l'église ukrainienne. Donc, et en cela, Serbin rejoint celui qui a forgé le terme de génocide, qui est Raphaël Lemkin, qui, invité par les Ukrainiens de New York à parler, donc en 1953, de ce qui s'est passé en Ukraine, a intitulé son intervention de génocide ukrainien, c'est-à-dire que pour Lemkin, pour l'auteur du terme de génocide, c'est lui qui a théorisé donc le premier, ce qu'est le génocide, ce qui s'est passé en Ukraine, il n'y a pas de doute, constitue un génocide. Pourquoi? Et je le cite puisque c'est important. Pour Lemkin, le génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d'une nation, il signifie plutôt la mise en œuvre de différentes actions coordonnées qui visent à la destruction des fondements essentiels de la vie des groupes nationaux en vue de leur anéantissement. Une telle politique a pour objectif de la désintégration de leurs institutions politiques et sociales, de leur culture, de leur langue, de leur conscience nationale, de leur religion et de leur existence économique, la destruction de la sécurité, de la liberté, de la santé, de la dignité individuelle et de la vie même des individus. Le génocide est dirigé contre un groupe national en tant qu'entité et les actions menées contre les individus non pas pour ce qu'ils sont, mais pour l'appartenance à ce groupe. Et le cas ukrainien entre parfaitement dans cette définition, qui serait une définition élargie de génocide. Staline n'a pas tué et n'a pas cherché à tuer tous les Ukrainiens. Il voulait en tuer suffisamment pour que les restants, composés de survivants et de bourreaux, soient suffisamment démoralisés et soient privés de toute velléité de résistance et donc deviennent dociles. Bien sûr, on pourrait plaider pour l'élargissement de la qualification juridique appréciée par l'ONU, mais il est évident que ce qui s'est passé en Ukraine, donc d'une part l'attaque contre la campagne, ensuite l'attaque contre l'intelligentsia et l'éducation, puisque je n'ai pas évoqué que donc dans cet hiver 32-33, parallèlement, on a mis fin à l'ukrainisation. L'ukrainisation ou la politique d'indigénisation qui était menée à partir de 1923 et qui visait à prendre le contre-pied de la politique russificatrice du régime tsariste et de favoriser au maximum les minorités nationales et ethniques dans toute l'Union soviétique. Et donc, en Ukraine, on favorisait les Ukrainiens, mais aussi les groupes minoritaires, à savoir les Allemands, les Grecs, les Juifs, les Hongrois, etc. Donc, grâce à cette politique, l'Ukraine a connu un immense essor dans les lettres, dans la peinture, donc au niveau des sciences. Donc, Staline assimilant la résistance ukrainienne à l'ukrainisation met fin
à cette politique. On revient donc à la russification et c'est comme cela que l'Ukraine a commencé de nouveau progressivement à se russifier par vagues pour aboutir à un résultat que nous avons connu en 90, lorsque, arrivé à l'indépendance, il n'y avait plus aucune école ukrainienne dans les grandes villes de l'Est de l'Ukraine. Et cet arrêt d'ukrainisation concernait l'Ukraine, mais concernait aussi le Caucase du Nord, les régions du Kouban, la région administrativement russe, qui était peuplée à l'époque en majorité d'Ukrainiens. Et donc ce qui s'est passé en Ukraine à cette époque doit, à mon sens, être regardé comme une action concertée contre, d'une part, la paysannerie, mais aussi contre l'intelligentsia ukrainienne. Donc aujourd'hui, beaucoup de travail se poursuit en Ukraine dans différents domaines, aussi bien en termes de mémorialisation que d'affinement de nos connaissances. Et je pense que les travaux on voit tous les ans donc de nouvelles approches, de nouveaux angles d'attaque, de nouvelles appréciations qui, je pense, que nous approchent et nous rapprochent de plus en plus de la compréhension de ce qui s'est passé en Ukraine dans les années 30. Voilà. Merci infiniment.